Ok, alors c'est parti donc pour le thème 3 sur l'état composé. Alors l'état composé, c'est-à-dire la possibilité donc de répartir les éléments de la souveraineté étatique entre plusieurs entités au niveau territorial. Donc alors l'état fédéral, c'est la principale forme d'état composé, c'est-à-dire celle la plus répandue. Donc aujourd'hui dans le monde, il y a une vingtaine d'états qui sont des états fédéraux, avec notamment les États-Unis, l'Inde, le Brésil, l'Allemagne ou encore la Suisse. Alors, l'État fédéral, c'est en fait une union d'États souverains, et sur cette union d'États souverains, il va y avoir donc un État, donc la fédération, qui va venir se greffer à ça et qui se superpose en fait aux États préexistants, et donc qui lui transfère une part de pouvoir souverain. Donc au sein d'un État fédéral, en fait, il va y avoir plusieurs pouvoirs qui coexistent. Donc il va y avoir en fait le pouvoir fédéral unique, et sous le pouvoir fédéral unique, il va y avoir une pluralité de pouvoirs fédérés qui eux coexistent et qui sont sur le même niveau de pouvoir. Cette répartition égalitaire quasiment va donner lieu à la citation donc, des États-Unis qui est l'unité à partir de la pluralité. Donc les États fédéraux sont issus du fédéralisme, et le fédéralisme c'est une notion en fait qui a été abordée au début, donc qui est intervenue dans un contexte de libéralisme politique qui est apparu lui au XVIIIe siècle et qui est apparu en fait du fait de la crainte de la concentration de pouvoir dans les mains d'une seule personne. En fait ça vient d'une crainte, donc d'une dictature tout simplement. Donc pour contrer ça, ce qui a été dit c'était que on va répartir le pouvoir entre des autorités distinctes, mais aucune de ces autorités ne pourra en fait devenir le chef. On a d'ailleurs une citation de Montesquieu qui dit, donc dans L'Esprit des lois, un de ses livres, « Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ». Ça montre bien que le fait qu'en fait, ils veulent tous être sur un pied d'égalité de manière à ce qu'il n'y en ait aucun qui prenne le dessus sur les autres. Donc la solution qui est donnée, ça va être de répartir le pouvoir de façon territoriale. Et donc cette répartition du pouvoir donc, sur les territoires, ça va être en fait l'origine des premiers États fédéraux. Donc dans un premier temps, on va analyser la formation de l'État fédéral. Donc alors cette formation, déjà, elle est due à un choix politique. Donc comme je l'ai déjà dit, mais en fait c'est le fait donc déjà de la crainte ou en fait du risque que représente la concentration des pouvoirs et donc le risque d'une dictature. Historiquement, on va avoir l'exemple des États-Unis où en fait en 1783, il y avait 13 États aux États-Unis, sauf que en fait les 13 États voulaient leur indépendance, mais à côté de ça, il y avait les Britanniques qui auraient bien voulu avoir un petit peu de ces États. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un fédéralisme par association, c'est-à-dire que les 13 États ont dit nous on veut tous être indépendants et on s'allie pour s'opposer à la menace que représentent les Britanniques. Cette notion elle va différer du fédéralisme par dissociation, qui en fait, donc ça va être dans le cas où un État était précédemment unitaire et veut se transformer en État fédéral, et donc les communautés distinctes vont tout faire pour augmenter leur autonomie, donc en se fracturant, en se fragmentant, afin de devenir en fait des communautés territoriales. Et donc enfin on va avoir les impératifs techniques. Donc là par exemple ça va être genre des pays comme la Russie qui en fait sont allés prendre plein de pays, mais un peu de force, qui donc les ont regroupés, mais ils pouvaient pas tous les mettre sous la même enseigne. Donc ils les ont pris en fait pour agrandir leur pouvoir, mais ils sont restés finalement des États fédéraux. Ensuite on va avoir l'organisation de l'État fédéral. Alors cette organisation elle s'appuie sur 3 grands principes, et ces 3 grands principes ils ont été abordés en fait en 1932 par George Sell, qui en fait dans son livre précis de droit des gens trouve en fait 3 principes généraux qui font d'un État fédéral, un État fédéral. En premier, on va avoir le principe de répartition des compétences étatiques entre fédération et États fédérés. Donc cette répartition, en gros, elle est entre la fédération et les États fédérés. On observe donc une répartition de la souveraineté étatique, c'est-à-dire que la fédération en fait a sa propre constitution et que chaque État fédéré donc a également en fait sa propre constitution. Donc cette répartition en fait elle vient essentiellement de la peur donc d'une dictature et du despotisme. Elle est caractérisée donc par une répartition qui donne la priorité aux États fédérés par rapport à la fédération. Donc en fait les États fédérés vont choisir les principes qu'ils détiennent et ils vont céder à la fédération certaines compétences, mais en fait ce sont eux qui ont la priorité, ce sont eux, donc les États fédérés, qui choisissent de le céder.
Donc en gros, les États fédérés vont faire une liste. Cette liste d'attribution de compétences elle va être donc remise à la fédération, et donc on en conclut que tout ce qui ne figure pas dans cette liste est détenu par les États fédérés. Cette liste, en fait, on l'appelle aussi la Constitution fédérale. Et cette Constitution fédérale, elle est appliquée dans 15 des 20 fédérations, donc dans 15 des 20 États fédérés. On retrouve 2 exceptions au fait qu'elle ne soit pas adoptée par l'entièreté des États fédérés. La première exception, c'est que en fait, certains États fédéraux sont plus fragiles, et donc ils vont mettre en avant plutôt le fait de pérenniser l'État fédéral, et donc pour le préserver, ils vont mettre en avant plus un principe d'unité, et donc en fait, ils vont inverser le principe de répartition des compétences. Donc cette fois-ci, c'est la fédération qui va faire sa liste, et tout ce qui n'apparaît pas dans cette liste appartiendra aux États fédérés. Et la deuxième exception, c'était donc sur la Constitution allemande de 1949, où en fait, il y avait certaines villes qui étaient des villes-États, et à côté de ça, on avait des États fédérés qui étaient en fait peu peuplés. Donc pour homogénéiser tout ça, ce qui a été convenu, c'était qu'en fait, il y a eu donc des compétences concurrentes. Donc en gros, au sein de certains États fédérés, eh bien donc les villes-États avaient en fait leurs compétences propres, alors qu'ils étaient au sein d'États fédérés. Et en gros, ils pouvaient les exercer tranquillement tant que la fédération n'intervenait pas. Mais si à un moment la fédération en fait décidait d'intervenir, ces compétences elles devenaient fédérales, c'est-à-dire que les États fédérés devaient suivre les règles posées par la fédération. Et enfin, dernière petite remarque, vis-à-vis en fait des juges, eh bien, ils doivent exercer le droit fédéral, et donc le droit fédéral est supérieur au droit fédéré. Ensuite, on va parler donc du principe d'autonomie. Ce principe, il vise à garantir en fait l'autonomie des États fédérés par rapport à la fédération. Ce principe, il se manifeste de 2 manières, donc dans l'organisation des institutions au sein de l'État fédéral, avec l'autonomie organique, et dans le fonctionnement des institutions au sein de l'État fédéral, donc l'autonomie fonctionnelle. Donc en premier, on a l'autonomie organique. Cette autonomie organique, elle signifie que les États fédéraux en fait s'organisent de façon autonome, et ils sont dotés d'organes spécifiques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leur propre pouvoir législatif et leur propre pouvoir exécutif, mais aussi leur propre organe juridictionnel, donc avec les juges fédéraux. Donc en gros, chaque État fédéré est doté de façon autonome de ses propres organes et institutions politiques. Donc chacun des États fédérés a sa propre assemblée législative et ses propres institutions juridiques et exécutives. Donc par exemple au Texas, il va y avoir donc un organe législatif, un juge texan et un gouverneur. Donc en gros, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais ils doivent quand même respecter la Constitution, et notamment par exemple le fait qu'ils doivent rester des États démocratiques. Donc cette autonomie, elle a aussi des conséquences symboliques, puisque donc les États vont avoir leur propre drapeau, devise, hymne, parce qu'en fait ce sont des États au sens du droit interne. Ensuite, on va avoir donc l'autonomie fonctionnelle. Alors ce principe, il garantit que le fonctionnement des différents niveaux est lui aussi autonome. Donc chaque État fédéré va avoir son propre ordre juridique, ses propres lois, ses actes réglementaires et souvent donc sa propre constitution. C'est pour ça que par exemple aux États-Unis, il y a certains États qui ont encore la peine de mort et d'autres non. Cette autonomie, elle est aussi liée avec donc, une autonomie budgétaire, puisque donc, tous les États sont dotés de leur propre budget, avec leurs propres revenus et dépenses. En fait, ils ne dépendent de personne. Ensuite, on va avoir le principe de participation. Donc la participation des États fédérés, en fait, elle contribue au fonctionnement de la fédération, et plus spécifiquement donc, aux institutions fédérales. On note donc que les États fédérés participent au fonctionnement sur le plan organique et fonctionnel. Donc la participation organique, c'est-à-dire que elle est essentielle à la définition des institutions fédérales, puisqu'en gros c'est une participation des États fédérés aux institutions de l'État fédéral. Cette participation, en fait, elle se manifeste souvent dans le cadre du pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'elle prend la forme du bicaméralisme fédéral, ce qui veut dire que dans tous les États fédéraux, il y a 2 chambres législatives donc, pour adopter les lois et qu'il faut donc passer en fait par les 2 chambres. Donc la première, en fait, elle a pour rôle de représenter l'ensemble des citoyens de l'État fédéral, et la deuxième, elle a pour rôle de représenter les États fédérés en tant que tels. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est en fait protéger le caractère égalitaire, donc des États fédérés, mais aussi leurs intérêts. Ce qui veut dire qu'en gros, chaque État fédéré envoie 2 sénateurs par État, donc ce qui fait environ 100 sénateurs.
Bah là, je viens de vous dire qu'en fait, il fallait 2 sénateurs par État, mais il y a une exception donc en Allemagne, puisque en fait, en Allemagne, il y avait de tels différentiels de population entre les États fédérés qu'en gros, ils ont renoncé au principe d'égalité, que là, on vient de voir avec le fait que peu importe la taille de l'État, aux États-Unis par exemple, c'est 2 sénateurs, et du coup, ils ont adapté ça, ce qui fait que la force d'un État, en fait, elle est basée sur sa population. Et donc, en fait, ses représentants dépendent de sa population. Donc, plus il y a de population, plus il y a de représentants. Enfin, on a la participation fonctionnelle. Alors, la participation fonctionnelle, ça signifie que les États fédérés sont dans certains cas prévus par la Constitution fédérale, amenés à participer directement au fonctionnement de la fédération et notamment à l'exercice de certaines compétences fédérales. Donc, en conclusion, sur l'État fédéral, ce qu'on constate, c'est que le modèle fédéral en fait repose essentiellement sur la division du pouvoir et qu'en fait il y a une recherche d'équilibre afin en fait de ne pas tomber donc dans 2 principes. Et donc les 2 principes sont le principe où l'autonomie l'emporte et le principe où la fédération domine l'État fédéral. Donc dans le principe où l'autonomie l'emporte, c'est en fait les États fédérés augmentent leur marge de manœuvre et donc finalement finissent par dominer le fonctionnement de l'État fédéral au détriment de la fédération. Et donc la fédération domine le principe où la fédération domine l'État général. Dans ce cas-là, c'est en fait juste la fédération qui prend trop de pouvoir sur les États fédéraux. Et donc en fait, on va plus se rapprocher donc d'un État unitaire. Et enfin, on va terminer donc sur la confédération. Alors la confédération, c'est la forme la plus souple d'association permanente entre des États et en dehors des organisations fédérales. En droit, la confédération, elle est définie comme une association égalitaire d'États qui, par un traité international, décide de créer des organes communs, des institutions spécifiques, afin d'exercer ensemble des compétences définies par le traité. Donc ces États membres en fait, de la confédération conservent leur souveraineté, mais décident d'unifier leurs décisions politiques dans des domaines mis en commun, précisés donc par un traité. Le problème de ça, c'est que souvent, lors de ces confédérations, ils s'inspirent d'un principe de stricte égalité entre les États confédérés, puisque forcément ils veulent tous être au même niveau, et aussi d'une règle d'unanimité, ce qui veut dire que si un État dit non, c'est non mais pour tout le monde. Et donc il y avait une conclusion sur la construction européenne, donc elle vient du fait qu'on reconnaît 2 types d'acteurs, donc d'une part les États, et d'autre part les organisations internationales. Donc, sauf que quand on observe la construction européenne, on se trouve face à un objet juridique mal identifié, puisque l'UE c'est pas un État, et parce qu'en fait un État s'identifie à 3 critères. Premièrement, on va avoir l'élément humain, sauf que il n'y a pas vraiment de peuple européen. On a la citoyenneté européenne, mais il n'y a pas de peuple européen. De plus, il y a la notion de territoire. Donc en fait, dans l'Union européenne, les traités disent que le droit de l'UE s'applique sur le territoire des membres de l'Union, mais il n'y a pas de territoire européen. Et enfin, donc il y a la souveraineté, puisque en fait, l'Union européenne elle n'est pas officiellement souveraine, elle bénéficie de délégations de compétences de la part des États membres, mais en tant que telle, elle n'a pas de souveraineté. Même s'il y a quand même une petite nuance à apporter sur le droit européen, puisque à partir du moment où une décision a été prise donc, par les institutions de l'Union européenne, elle est en fait directement applicable sur donc, l'entièreté des États membres. Et donc même si l'Union européenne a des caractères qui sont proches de la forme confédérale, en fait ça n'est pas vraiment une, puisque elle n'a pas de constitution, ni même de partage de souveraineté. Donc ensuite on passe à la correction du TD. Donc le titre du TD était « Les États fédérés sont-ils des États souverains ?» Alors le grand 1 était l'existence indéniable d'une souveraineté interne des entités fédérées, et le grand 2 était les limites du pouvoir souverain entre des entités fédérées. Donc dans le grand 1, l'existence indéniable d'une souveraineté interne des entités fédérées. Le grand A était une souveraineté interne des entités fédérées consacrée par la Constitution fédérale, donc avec le fait que quand même la Constitution c'est une forme de souveraineté, que cette Constitution faisait que les États avaient donc leur propre autonomie. On pouvait parler de l'autonomie organique, fonctionnelle, ce qu'on l'a vu. Et le grand B, une souveraineté interne des entités fédérées protégée par les ingérences de la fédération. Donc là, il fallait mettre en avant le fait que les entités fédérées, la fédération ne peut pas modifier comme ça la constitution des entités fédérées.
et aussi avec le fait donc, que les États fédérés participent au Parlement fédéral. Et en grand 2, donc les limites du pouvoir souverain des entités fédérées, avec en grand A l'exercice de la souveraineté interne des entités fédérées encadré par le droit fédéral, avec donc le fait que les États fédérés sont tenus de respecter certains principes prévus dans la Constitution fédérale, mais aussi fallait parler du fait que la primauté donc, du droit fédéral par rapport au droit fédéré fait que les entités fédérées sont tenues de respecter donc, les droits et libertés garantis dans la Constitution fédérale et ne peuvent pas porter atteinte aux lois fédérales. Donc voilà, là il disait le droit fédéral prime ainsi sur le droit fédéré. Voilà. Sauf que donc s'il y a un non-respect donc, par les États fédérés du droit fédéral, peut y avoir des sanctions et que donc en fait finalement c'est assez encadré. Donc les États fédérés sont encadrés par le droit fédéral afin de maintenir un certain degré d'unité parmi les entités fédérées au sein de l'État fédéral. Et le grand B donc c'était un pouvoir souverain réduit des entités fédérées, avec donc ce pouvoir réduit des entités fédérées notamment par la Constitution fédérale qui fixe un cadre donc, dans la répartition des compétences entre la fédération et les entités fédérées, mais que cette répartition en fait est quand même inégale puisque la fédération a quand même le droit donc a quand même les compétences régaliennes donc relatives à la monnaie, la défense, les douanes, au commerce, relations internationales, donc c'est quand même inégalitaire. Et aussi donc sur le plan international avec le fait qu'il existe un seul État et que cet État ce soit l'État fédéral et que donc en règle générale la souveraineté externe appartient à la fédération avec genre je sais pas moi Joe Biden qui est le représentant donc, des États des États-Unis.